La mafia médicale est sûrement un peu l'envol, si je peux ainsi m'exprimer, de toute cette démarche de conscience dans laquelle je suis. C'est un livre que j'ai écrit, qui a été lancé en 1994, alors que j'avais 25 ans de pratique de médecine derrière moi. Et je l'ai écrit parce que ça m'a pris plusieurs années à mettre ensemble les différents morceaux, le puzzle médical du fonctionnement de la santé, ce qu'on appelle la santé. Réaliser que c'est pas de la santé, mais que c'est de la maladie. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, mais il faut que je le dise. Je ne peux pas ne pas le dire. Tout le monde trouve que le système fonctionne pas. Personne n'est content, les médecins, les patients, le gouvernement, pour différentes raisons. Personne n'est content et on continue à avancer dans ce système et personne ne semble comprendre. On a l'impression d'être sur un navire à la dérive. Capitaine, on ne sait pas trop qui c'est. J'ai senti d'écrire un livre et puis de dire comment ça fonctionne. C'est strictement ça, la mafia médicale. Comment ça fonctionne? Que c'est un système de maladie qui est entièrement contrôlé derrière le rideau de la scène politique par les financiers et donc il faut penser financier. Mettez-vous toujours dans la peau d'un financier. Un financier, il faut qu'il fasse de l'argent. C'est sa fonction. Et tout ça, c'est des pièces de théâtre. Il faut bien réaliser qu'on est dans une pièce de théâtre monumentale et qu'un financier, c'est fait pour faire de l'argent. Donc, est-ce que vous pensez que des gens en bonne santé, c'est payant? Non. Alors, il faut donc que les gens soient malades. S'ils sont malades, qu'on les rende plus malades, et s'ils ne sont pas encore malades, qu'on les rende malades. Et ça, c'est le système de santé. Les médecins ne le savent pas. Les patients ne le savent pas. Personne ne s'en rend compte. Mais c'est comme cela que ça fonctionne. Si vous allez un petit peu creuser, vous allez trouver, entre autres ici au Québec, c'est très intéressant, le système de santé depuis le début de l'assurance maladie est contrôlé par une seule personne qui s'appelle Claude Castonguay. Claude Castonguay, qui est-il? Un banquier et un assureur. Alors, c'est un banquier qui mène le système de santé. Alors, il était là au moment de l'instauration du système. Il était là au moment de la mise en place de l'assurance médicaments. C'était lui qui dirigeait la commission. Il était là encore tout dernièrement comme grand chef de la commission qui porte son nom, la commission Castonguay, où il ouvre la porte toute grande à la privatisation. Alors, il a fait le système public, il l'a défait pour que ça marche pas, pour le privatiser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais cherchez pas, il y a toujours de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En faisant un système public, on a fait un monopole public. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? On a fait un monopole public, ce qui fait que tout le monde a dit « Oh, chic alors, tout le monde va pouvoir avoir accès aux soins de santé, c'est superbe. » Après, une fois que le monopole public est fait, vous faites le chaos, vous créez, vous coupez, comme ils ont fait, et vous coupez les subsides, les postes, vous coupez les budgets des hôpitaux, des services, et pardon. Et donc à ce moment-là, vous créez le chaos et vous arrivez à la rescousse, vous amenez le sauveur qui s'appelle la privatisation. Et la privatisation, c'est quoi? C'est l'établissement d'un monopole privé. Le monopole était déjà fait. Il suffisait de le privatiser. Alors que si en 70, Claude Castonguay avait proposé un monopole privé, la population aurait hurlé. Il fallait le faire progressivement. Et ça, tout est comme cela. Je vous dis celui-là, cet exemple, parce qu'on l'a en ce moment en pleine figure une fois de plus. Mais c'est la même chose. Donc, j'ai réalisé que
Le système médical était donc un système qui était un système de maladie et qui était fait pour rendre les gens malades. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis une femme pratique. Je veux toujours savoir, il faut qu'il y ait une solution. OK, on voit le problème, on comprend comment ça se passe. Où est la solution? Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est intéressant, on parle toujours du corps médical. Mais j'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Si un corps, il doit bien y avoir une âme. Ça va toujours de pair. Mais j'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Et qu'est-ce que c'est que l'âme médicale? Ben, l'âme médicale, c'est la raison d'être, l'essence du corps médical. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. Alors, pas d'âme, pas de corps. Le corps est toujours secondaire à l'âme. Et le corps manifeste l'état de conscience de l'âme. Alors, je me suis posé la question, si le système de santé est malade, c'est que c'est inversé. Le corps n'est pas au service de l'âme, mais c'est l'âme qui est au service du corps. Alors, le corps se fiche éperdument du malade. Ce qui compte, c'est qu'il fonctionne, mais il se fiche du malade. Donc, il y a une séparation. Et le système est à l'envers. C'est pas l'âme qui mène, mais c'est le corps qui mène et l'âme qui est laissée pour compte. Voilà donc pourquoi le système de santé est malade, mais ça s'applique pas seulement au système de santé, ça s'applique à l'individu. L'individu est malade, et là, ça m'a ouvert une toute autre perception de la maladie, est malade dans son corps parce que il est disjoncté de son âme. Alors ça, j'ai plus vu du tout la maladie de la même façon, et que la maladie dans le corps n'est que la manifestation de mon état d'inconscience dans mon âme. Alors à partir de là, j'ai dit, oublions le corps, arrêtons de nous occuper du corps, c'est pas ça qui est important, occupons-nous de l'âme, de la conscience, et le corps le manifestera. Alors, plus je m'élève en conscience, plus je deviens consciente de qui je suis, parce que c'est ça la réalité, de qui je suis vraiment, plus mon corps est en bonne santé. Et ça m'intéressait. Parce que je me disais, si j'ai appris la maladie à l'université, dans mon cours de médecine, si c'est ça que j'ai appris, mais qu'est-ce que c'est que la santé? Et ça, on ne nous l'enseigne pas. Et la santé, c'est directement, spécifiquement, l'état de conscience de qui je suis. Et là, évidemment, on ouvre la grande porte. Qui suis-je? Qui suis-je? Je pense depuis toujours et depuis des milliers d'années, et quand je dis je parle en tant qu'individu, qu'être humain, l'être humain se prend pour une pauvre créature, impuissante, d'un créateur extérieur, quel qu'il soit. Ce créateur peut être par exemple les parents. Les parents nous créent. Ça peut être le bon Dieu. Le bon Dieu aussi nous crée. Ça peut être l'accident de voiture que j'ai, mais le créateur, c'est l'autre automobiliste qui m'est rentré dedans. C'est pas moi. Je peux avoir une mauvaise récolte, c'est la pluie qui fait que la récolte n'est pas bonne. Ou les insectes, ou le manque de soleil. Voyez-vous, c'est toujours à l'extérieur. Et moi, parce que moi, je ne suis qu'une pauvre créature de facteurs, de créateurs extérieurs. Alors évidemment, c'est pas drôle. Et ça amène quoi comme conséquence? Puis évidemment, j'ai peur. J'ai toujours peur de ce qui va m'arriver parce que ça vient de l'extérieur. Alors je sais pas, de là, tous les rituels qu'on connaît, des rituels religieux, sataniques, quels qu'ils soient, c'est pas grave, d'offrande.
On fait des offrandes au Créateur, à l'Esprit Créateur, pour qu'il soit de bonne humeur, qu'il soit bienveillant et que ça aille pas trop mal, et le mieux possible. Alors voyez-vous, ça là, c'est ancré dans nos mémoires cellulaires depuis des millénaires. Et on fonctionne comme ça, dans la peur. Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a peur? Ben, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit, et j'appelle ça le syndrome du mouton, on est des moutons, parce que le mouton symbolise la peur. Qu'est-ce que vous faites un mouton si vous voulez le faire partir de ce côté? Vous lui faites peur par là, il va se sauver par là. Ah, puis vous dites, ah ben non, maintenant on change de direction, c'est très simple, vous lui faites peur par là, puis il part par là. Vous faites exactement, vous faites faire ce que vous voulez à des moutons, à des gens qui ont peur. Si ils commencent à se rebeller un petit peu, ben vous leur faites plus peur, et là, allez, hop, ils reviennent, des bons moutons dociles, obéissants. Et donc, il est très facile de contrôler la population en leur faisant peur. C'est extraordinaire. Un exemple qui est fabuleux, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce qu'on a parlé de la mafia médicale, c'est les vaccins. Les vaccins. Alors, qu'est-ce que c'est que les vaccins? Les vaccins, c'est la peur de la maladie, des microbes. Hein? Les microbes sont méchants, des ennemis extérieurs. Ils vont me créer une maladie. Voyez-vous encore le créateur extérieur qui va me rendre malade. Alors, comme j'ai peur des microbes, eh bien, je me prépare. Et je me fais toutes les histoires idiotes qu'on répète de faire des bons petits soldats qui sont prêts à la guerre. Vous voyez toujours la guerre, la peur, la guerre, la division, la séparation. Et donc, je vais me faire inoculer la maladie, mais atténuée, des microbes, mais pas trop méchants. De telle façon que, si jamais il y a des gros microbes méchants qui viennent, bien, je vais être prête. Mes petits soldats intérieurs vont être prêts à faire face à l'ennemi extérieur, créateur extérieur d'une maladie possible. Et de là est née la vaccination. La vaccination qui consiste, écoutez, c'est d'une bêtise monumentale, qui consiste à rendre malades des gens qui sont en bonne santé. Pour qu'un jour, si jamais ils sont malades, ben ils soient prêts. Est-ce qu'on peut être malade? Est-ce qu'on peut être prêt à être malade? C'est un non-sens. C'est pas possible. Alors, c'est la vaccination. Et quand je compare toujours, on est dans un triangle. Hein, ce triangle infernal du mouton, donc. Et le mouton, ben, il faut qu'il ait peur de quelque chose qu'on appelle le loup, hein, qui est le méchant. Et puis, il y a le bon pasteur qui le sauve, le berger, qui vient protéger puis sauver le mouton. Alors voilà le triangle dans lequel on tourne tout le temps. Et fait intéressant, les vaccins ont été inventés par un dénommé Pasteur. Par hasard. Mais Pasteur était tout à fait, toutes ses recherches étaient fausses, c'était un menteur, un tricheur, il volait les idées des autres, c'est prouvé, quand je vous dis ça, c'est des choses prouvées, mais ça a été retenu, et ça a été évidemment très lucratif, et ça l'est de plus en plus. C'est inutile de vous dire que quand vous n'arrêtez pas d'assommer des gens avec des petites maladies, ben vous les fatiguez, on fatigue le système, et là les enfants sont pris avec des maladies qu'on trouve chez des personnes âgées. Puis on continue. Une bêtise de rendre quelqu'un qui est en bonne santé malade. J'ai encore pas compris. Alors ça, c'est un des exemples que je donne, et ça a été le grand reproche, le grand scandale de la mafia médicale, que je parle de ce que j'ose lever le drap sur la vaccination. Alors la vaccination, comme on en dit quelques mots,
Oui, c'est très, très, très lucratif, mais c'est bien au-delà de cela. Et c'est pour ça que c'est une vache sacrée à laquelle il ne faut pas toucher. Ça permet des génocides ciblés. Vous pouvez très bien détruire des populations de façon ciblée avec la vaccination. Vous pouvez créer des maladies de toute une population d'un pays par la vaccination. Alors, vous pouvez, c'est une arme biologique fantastique. Alors, c'est bien au-delà de seulement l'aspect financier, bien que celui-ci soit très, très important. Toute cette démarche m'a amené à réaliser que c'est l'âme qui mène et que le corps suit. Le corps est une illusion, est une manifestation de l'état de conscience de l'âme. Je m'explique. L'exemple que je donne souvent, c'est les arbres debout qui se reflètent dans l'eau. Alors, on voit très souvent les deux images qui sont aussi claires l'une que l'autre, à un point tel qu'on a l'impression que les arbres dans l'eau sont vrais. Mais ils sont pas vrais. Eh bien, c'est la même chose. Les arbres dans l'eau, c'est l'équivalent du corps. C'est la manifestation que je vois, que je peux entendre, que je peux toucher, que je peux mesurer. Mais ça n'est pas vrai. La seule réalité, et c'est ça qu'il y a d'important, la seule réalité, c'est l'être. C'est les arbres debout, c'est-à-dire les vrais arbres, c'est l'être. Et cet être, c'est l'esprit créateur qu'on a toujours mis à l'extérieur et qui en réalité est à l'intérieur de toute chose. Cette séparation de l'être et de l'avoir, de l'âme et du corps, c'est cette séparation qui amène la division et le conflit de l'humanité. Je m'explique. Nous vivons dans la dualité. Il y a deux aspects d'un individu. Il y a l'aspect qui ne se voit pas, qui est l'être, qui est intérieur, qui est invisible, qu'on appelle l'esprit créateur. Et il y a l'autre aspect qui se voit, qu'on appelle l'avoir par opposition à l'être, ou le corps par opposition à l'âme, ou encore la matière créée par opposition à l'esprit créateur. Or, cet esprit créateur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, a toujours été extérieur dans notre conscience. On a toujours pensé qu'il était à l'extérieur, et la réalité, c'est qu'il n'est pas à l'extérieur, mais il est inhérent, c'est-à-dire à l'intérieur de toute chose, de tout objet, de toute personne, de tout animal. Il est à l'intérieur de tout. Et donc, la conscience de la réalité, l'éveil de conscience à la réalité, c'est de prendre conscience, de réaliser que je suis l'esprit créateur, qui n'est pas à l'extérieur de moi, mais qu'il est à l'intérieur de moi. Et de là, je comprends le mot individualité. Le mot individualité, si on le sépare en deux, dualité veut dire qu'il y en a deux. Il y a l'être et l'avoir, l'esprit et la matière. Mais indivis veut dire qu'ils sont indivisibles. Ils ne font qu'un. Ils sont un. Et c'est donc le même. Il n'y en a pas deux.